Que se passera-t-il une fois que le dernier Bitcoin sera miné? C'est une question totalement légitime parce qu'aujourd'hui, ce qui permet à la blockchain Bitcoin d'être fonctionnelle, ce sont les mineurs de BTC. Des personnes qui mettent à disposition du réseau de la puissance de calcul afin que nos transactions soient vérifiées et exécutées. Mais ces mineurs, ils ne font pas ça gracieusement. La puissance de calcul, ça leur coûte cher en matériel et en électricité. Donc, pour les inciter à participer au réseau, on les récompense avec du Bitcoin fraîchement miné. Mais seulement voilà, Bitcoin a été programmé dès le départ pour être une monnaie à quantité limitée. Le code de Bitcoin prévoit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC en circulation. Donc, il va bien arriver un moment où tous les Bitcoins seront minés et on n'aura plus de récompense à donner aux mineurs. Et alors quoi ? Ils vont tous débrancher leur matériel et Bitcoin cessera d'exister? C'est ce que nous allons tenter de découvrir et vous verrez qu'il existera peut-être plus de 21 millions de Bitcoin. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter cette vidéo et on est parti. Actuellement, on a déjà miné environ 19 millions de Bitcoin. Il en reste donc un peu plus de 2 millions à créer, ce qui pourrait laisser penser qu'on est plus proche de la fin des récompenses aux mineurs que du début. Mais c'est sans compter que la cadence d'émission ralentit avec le temps. Tous les 4 ans environ a lieu le fameux halving, la division par 2 de la récompense de minage par bloc. Par exemple, on est passé de 50 BTC de récompense par bloc en 2009 à 3,125 BTC après le halving de 2024. Cette décroissance continue fait que la création monétaire en Bitcoin tend vers zéro. Et si on projette ce rythme, le dernier Bitcoin sera miné aux alentours de l'an 2140. Ça fait loin. À tel point que, soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne sera là pour le voir de ses propres yeux. Sauf si vous regardez cette vidéo en 2130, et dans ce cas-là, petit coucou du passé. Donc, dès la conception de Bitcoin, il était connu et prévu qu'aux alentours de cette date-là, plus aucun nouveau Bitcoin ne serait émis. Mais alors, qu'est-ce qui a été prévu pour continuer à motiver les mineurs une fois que le compteur sera bloqué à 21 millions? Eh bien, lorsque le dernier Bitcoin sera miné, la récompense de blocs versée aux mineurs passera purement et simplement à zéro. Mais actuellement, les mineurs de Bitcoin reçoivent deux types de revenus lorsqu'ils réussissent à valider un bloc de transaction. D'une part, la récompense en nouveaux Bitcoin, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, et d'autre part, les frais de transaction payés par les utilisateurs. Donc, quand il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins à miner, les mineurs ne travailleront pas gratuitement. Ils continueront à être rémunérés, mais uniquement grâce aux frais de transaction inclus dans les blocs. De plus, le prix du BTC ne fait qu'augmenter, et plus que doubler tous les 4 ans, pour l'instant, ce qui compense largement la réduction des récompenses. Mais il faut aussi se rendre compte de l'échelle de temps sur laquelle cela s'étend. Actuellement, la récompense est de 3,15 BTC. D'ici 3 ans, elle sera de 1,57 BTC, puis 0,78, puis 0,39, 0,19, etc., etc. Cette diminution progressive a été pensée pour laisser le temps aux mineurs de s'adapter. Les moins profitables seront poussés à innover, comme par exemple réutiliser la chaleur, ou alors à avoir une activité complémentaire ou mourront, et seuls les plus profitables resteront en vie. Cela peut être à la fois mauvais puisque seuls les plus gros mineurs pourraient rester, mais aussi bénéfique car les derniers restants pourraient être des mineurs individuels qui ne cherchent pas spécialement le profit. Dans les deux cas, le minage de Bitcoin est un des marchés libres les plus concurrentiels et c'est ça qui garantit sa décentralisation. En effet, même si à certains moments le minage se concentre dans certains endroits, comme en Chine avant 2021 ou aux États-Unis depuis 1 ou 2 ans, à long terme, de plus en plus de pays se l'approprient, notamment des pays en voie de développement qui ont une énergie très peu chère, beaucoup d'excédents ou qui y verraient un moyen de se construire une réserve, comme par exemple le Bhoutan. En résumé, à terme, le réseau Bitcoin va fonctionner sans inflation monétaire additionnelle. On aura un stock de Bitcoin figé et les mineurs seront payés par les utilisateurs du réseau, un peu comme des frais de service pour passer les transactions. On peut donc s'attendre à ce que les mineurs continuent leur activité pour collecter les frais de transaction. D'ailleurs, ce scénario n'a rien d'extraordinaire. Bien avant 2140, la récompense de blocs deviendra minuscule, de l'ordre de quelques satoshi, et l'essentiel des revenus des mineurs viendra déjà des frais. En fait, si Bitcoin est toujours massivement utilisé en 2140, cela voudra dire que les frais de transaction sont devenus, par la force des choses, la principale source de revenus pour les mineurs. À ce stade, la transition sera graduelle. Ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on passera d'un système à l'autre. Cela se sera fait progressivement sur plus d'1 siècle. Maintenant, se pose aussi la question de la sécurité du réseau. Au bout d'un moment, la sécurité de Bitcoin dépendra alors des frais de transaction.
Parce que pour que Bitcoin reste sûr, il faut qu'il y ait suffisamment de mineurs participants pour décentraliser le réseau, certes, mais il faut aussi que leur puissance de calcul soit assez élevée. Autrement, quelqu'un qui arriverait à réunir plus de 50% de la puissance de calcul du réseau pourrait attaquer Bitcoin. C'est ce qu'on appelle une attaque 51. Je vous mets le lien de notre article sur le sujet en description. Et pour qu'il y ait beaucoup de mineurs avec une bonne puissance de calcul, il faut que ce soit rentable pour eux, ou du moins qu'ils y trouvent leur compte. On peut donc se demander si ces frais seront suffisants pour maintenir un nombre de mineurs et une puissance de minage assez élevée. Les optimistes diront que oui, sans aucun doute. Si Bitcoin survit jusque-là et continue de croître, on peut imaginer qu'il sera énormément utilisé à l'échelle mondiale. Dans ce cas, la demande pour inscrire des transactions sur la blockchain sera immense et comme l'espace dans chaque bloc est limité, les utilisateurs seront prêts à payer des frais importants pour que leurs transactions passent en priorité. On l'a déjà observé à plus petite échelle. Lors des bull runs ou des pics d'utilisation du réseau, les frais peuvent grimper très haut parce que tout le monde veut faire passer sa transaction tout de suite. Par exemple, en 2021, à certains moments, les frais moyens ont dépassé les $50 par transaction. Dans un scénario d'hyper-bitcoinisation, où Bitcoin aurait des milliards d'utilisateurs, les frais par bloc pourraient monter en flèche et représenter une somme considérable en Bitcoin. Cette somme devrait théoriquement suffire à rémunérer les mineurs et les inciter à sécuriser le réseau, même sans nouvelle émission de BTC. Certains experts vont même jusqu'à dire que si vous ne croyez pas que les frais de transaction seront suffisamment élevés à l'avenir pour justifier l'existence du minage, c'est que vous ne croyez pas vraiment au Bitcoin. En d'autres termes, le modèle économique de Bitcoin parie sur sa réussite. Plus il y aura d'utilisateurs et de transactions, plus les mineurs gagneront en frais et plus le réseau sera sécurisé malgré l'absence de nouvelles pièces. Une autre théorie qui peut être crédible, c'est que même si les frais de transaction ne sont pas assez élevés pour rendre le travail des mineurs rentable, il est possible que certains acteurs décident en toute conscience de sécuriser le réseau à perte, que ce soit des fervents défenseurs des valeurs que représente Bitcoin, ou alors des acteurs qui auraient beaucoup trop à perdre à ce que Bitcoin meure. Et quand on voit que de plus en plus d'États et de fonds d'investissement se constituent des réserves de Bitcoin, il est possible que ces institutionnels participent eux-mêmes à la sécurisation du réseau afin d'assurer son bon fonctionnement. Faute de quoi, leurs réserves ne vaudraient plus rien. D'un autre côté, les pessimistes ou les prudents soulignent qu'il n'y a aucune certitude absolue sur ce futur. Si l'adoption de Bitcoin stagnait ou que le nombre de transactions sur la chaîne diminuait, par exemple à cause de technologies off-chain, les frais pourraient ne pas suffire. Imaginons que dans le futur, la plupart des échanges de Bitcoin se fassent en dehors du réseau principal via des solutions de seconde couche comme le Lightning Network, des échanges centralisés, des sidechains ou d'autres protocoles évolués. Et c'est vrai que ces solutions facilitent quand même grandement la vie. Vous pouvez par exemple acheter du Bitcoin en seulement quelques clics sur des plateformes ultra simples d'utilisation comme Kraken ou une alternative française comme Meria par exemple, dont vous retrouverez les liens dans la description. Dans ce cas, la blockchain principale pourrait voir moins de transactions quotidiennes puisque beaucoup d'opérations seraient réglées en dehors avant d'être éventuellement consolidées sur la chaîne principale. Moins de transactions on-chain signifie potentiellement moins de frais à distribuer par bloc, et si en parallèle il n'y a plus de récompense de blocs pour compenser, la rentabilité du minage pourrait baisser dangereusement. Pour rester rentable, les quelques transactions on-chain devraient alors payer des frais extrêmement élevés, ce qui pourrait décourager certains usages ou pousser encore plus de monde vers des solutions off-chain, un cercle vicieux potentiel. Bref, c'est un équilibre délicat. Bitcoin devra être suffisamment utilisé sur sa couche de base ou bien compter sur des transactions de très grande valeur prêtes à payer cher afin de rétribuer les mineurs. Faute de quoi, beaucoup de mineurs pourraient jeter l'éponge faute de profit, ce qui affaiblirait la difficulté de minage et donc la sécurité. Ce scénario pessimiste pose un vrai point d'interrogation pour la communauté Bitcoin, et certains se demandent si des ajustements ne seraient pas nécessaires d'ici là. Comme par exemple, faire sauter la limite de 21 millions de Bitcoin. Alors là, je pense que les Bitcoin maximalistes sont en train de faire un AVC devant leur écran, mais d'un point de vue purement théorique, c'est tout à fait possible. Je m'explique. Bitcoin est souvent décrit comme un système assez rigide, où les règles de base, comme le cap des 21 millions, sont quasi sacrées et immuables. Toutefois, il faut rappeler que Bitcoin est un logiciel open source évolutif. Des changements peuvent être proposés via les BIP et adoptés s'ils obtiennent un consensus suffisant dans la communauté. Et en 120 ans,
on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nombreuses propositions et peut-être des changements majeurs pour s'adapter aux circonstances. Par exemple, si dans plusieurs décennies on s'aperçoit que les frais de transaction ne suffisent vraiment pas à sécuriser le réseau, la communauté Bitcoin de l'époque pourrait être amenée à débattre d'une solution. Et l'une des solutions théoriques serait d'augmenter le plafond de 21 millions et de réintroduire une petite inflation annuelle afin de continuer à rétribuer les mineurs en nouveaux Bitcoin. Attention, je ne dis pas que ce serait une bonne solution, j'en sais rien. Je dis juste que c'est une option. Aujourd'hui, beaucoup de Bitcoiners crient au blasphème rien qu'en évoquant cette idée. La limite de 21 millions est vue comme intouchable. Mais dans un siècle, qui sait quel sera le contexte? Si la survie et la sécurité du réseau en dépendent, il n'est pas impossible que cette question soit posée sérieusement. Après tout, les règles de Bitcoin ne tiennent que par le consensus social et l'accord des participants à faire tourner le même protocole. Si une large majorité décide qu'il faut un ajustement pour le bien du réseau, le changement pourrait être techniquement déployé. A l'inverse, on peut aussi imaginer que d'ici 2140, Bitcoin aura fait ses preuves et trouvé un équilibre tel que personne ne voudra y toucher. Peut-être que les frais de transaction seront largement suffisants et que le réseau fonctionnera très bien ainsi, rendant le débat caduc. Mais cela montre que Bitcoin, en 2140, ne sera probablement pas le même Bitcoin qu'en 2025. Il aura peut-être des fonctionnalités qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Peut-être qu'on devra procéder à des ajustements du temps de bloc si un jour on a des transactions interplanétaires et qu'il faut tenir compte de la latence entre Mars et Terre. Bon, là on est dans la science-fiction, mais après tout, 120 ans c'est long. L'important à retenir, c'est que beaucoup de choses peuvent changer en un siècle. Bitcoin lui-même pourrait changer ou le contexte autour de lui, de façon à rendre cette question du dernier Bitcoin moins problématique qu'on le pense aujourd'hui. Donc, pas de panique, le réseau ne s'éteindra pas magiquement en 2140. Peu importe que l'arrêt des récompenses soit un problème ou non, le réseau pourra toujours évoluer afin de faire face à ses potentiels futurs défis. En attendant, le fait même que l'on se projette à plus de 100 ans dans le futur pour Bitcoin montre à quel point ce protocole a été pensé sur le long terme. Le plus frustrant dans l'histoire, c'est surtout qu'on ne sera plus là pour le voir de nos propres yeux. Mais nos petits arrière-enfants peut-être. Pour devenir un véritable expert de Bitcoin, vous pouvez regarder notre playlist L'iceberg du Bitcoin qui vous expliquera des concepts de plus en plus avancés sur Bitcoin. Et vous pouvez aussi découvrir le périple de Marius lors de sa visite à Lugano qu'on surnomme la capitale du Bitcoin. Bon visionnage et à très vite sur Cryptost.